N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Bonjour, shalom, assalamu alaikum à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez, particulièrement à une personne qui se reconnaît, à qui nous adressons un coucou particulier. Don Piero Gado Suleiman à la console aujourd'hui, pendant que Géraud Dakucha travaille à mettre l'émission en ligne et que nous sommes déjà au studio avec deux confrères. Jeff Le Prince, bonjour. Bonjour cher Sass, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM et Lumière FM à Anejo. Merci, sûrement que Jeff nous apporte une dépêche de la ville tricentenaire, 2 fois capitale du Togo et aux 3 royautés sûrement, Jeff. Exactement. Merci à Wali Ahamadou, le tout nouveau directeur de publication du journal bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. Bonjour. Bonjour Sass et bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cette émission, nous l'animons dans un contexte un peu contrasté. D'un côté, le Togo qui se voit honoré par l'invitation adressée au chef de l'État de participer à ce sommet du G20 en Allemagne sur l'investissement. Nous allons en parler. Mais ici au Bercail, on assiste à une montée du thermomètre sociopolitique avec des déclarations qui se multiplient par-ci par-là, des conférences de presse également qui s'animent ici et là à Wali. Vous venez tout droit d'ailleurs d'une conférence de presse d'un parti politique. Oui, tout à fait ça. Je viens tout droit du siège de l'UFC, l'Union des forces du changement, qui est actuellement en conférence de presse sur la position du parti quant à l'actualité politique, quant à sa place ou non à la CENI et puis quant aux préparatifs même des prochaines élections, notamment celle du 20 décembre prochain. Déjà la semaine dernière, c'était la coalition des 14 partis politiques qui avaient animé une conférence de presse le mardi, et le lendemain c'était la majorité, c'est le gouvernement et la majorité unie qui avaient également animé une conférence de presse. Et hier, une association, le mouvement En Aucun Cas, qui était en conférence de presse. On nous annonce, je crois aujourd'hui même, le Front Citoyen Togo Debout qui anime lui aussi une conférence de presse, l'UFC, dont la conférence de presse a cours actuellement. Et puis en même temps, il y a une série de communiqués, notamment ce communiqué du ministère de la Sécurité, de la Protection civile, qui dit dénoncer une vidéo montrant un individu portant une Kalachnikov et des grenades sur son gilet. Cet individu qui déclare dans sa vidéo qu'avant les élections prochaines, il y aura des attaques à main armée. Et le monsieur se donne le plaisir d'apprendre le maniement des armes et des grenades. Le ministère de la Sécurité qui réagit à cela et qui rassure les populations en même temps que le ministère met en garde contre toute personne qui se joindrait à cet acte en vue de déstabiliser le peuple togolais. Il y a également le mouvement des forces vives alternance pour le Togo qui se plaint également d'un procès en sorcellerie qui lui est fait. En même temps, le parti uni qui se plaint du saccage de son siège, uni qui annonce porter plainte, pendant que le parti de Tikpi Achadam sort de son silence avec un message audio. Voilà le contexte sociopolitique de plus en plus pollué dans lequel nous allons animer cette émission. Mais si la technique nous le permet, nous allons nous envoler à Berlin, si un ami, un confrère nous appelle de là, le temps quand même de nous informer que le plateau se complète avec Isidore Sasso Atialo Akolo. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à toutes et à tous. Merci. Le PPT, patronat de la presse togolaise, toute la presse togolaise, nous sommes en deuil avec ce confrère que nous avons perdu et que nous allons porter en terre en fin de semaine. Isidore. Évidemment, samedi, on va
conduire Lolon Kofi à sa dernière demeure dans son village à Tchekpo de Depoué. Et j'informe qu'il y aura une veillée le vendredi dans son domicile à Goué-Nivé, BKS. Ceux qui connaissent la maison du ministre des Infrastructures, c'est juste dans le quartier. Merci. Eh bien, nous avons perdu le confrère Lolon Kofi du journal Le Potentiel, et c'est en fin de semaine que ces obsèques se dérouleront. En bons confrères et en bons amis, nous serons aux côtés de la famille pour rendre les ultimes et dignes hommages à feu notre confrère Lolon Kofi. Il y a également Primus Genou qui nous rejoint en studio. Bonjour Primus. Bonjour chers amis auditeurs et chers amis SAS. Merci. Nous partons pour l'Allemagne, notamment Berlin, d'où nous joignons notre confrère Patom Fabrice Pechesi. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi SAS et bonjour également à tous les auditeurs. Eh bien, on devrait même dire Guten Tag. Eh bien, Fabrice Pechesi, qui fait partie de la délégation qui accompagne le chef de l'État Faure Gnassingbé au G20 sur l'investissement à Berlin. Fabrice, vous nous platez le décor de ce sommet? Oui, bien évidemment, ça, nous sommes au deuxième jour de cette visite officielle du chef de l'État en terre allemande, précisément à Berlin, comme vous l'avez dit, où se tient le sommet du G20 sur l'investissement. Alors, vous savez que le Togo est adhéré depuis avril dernier au programme Contact Africa du G20, qui est présenté comme un plan de partenariat à l'initiative de la présidence allemande du G20. Alors, 11 pays sont partis de ce programme et ces pays-là sont choisis sur le fait qu'ils encouragent un peu les réformes qui favorisent l'investissement privé en Afrique, notamment dans ces différents pays. Alors, pour cette journée d'aujourd'hui, le forum, ou du moins le sommet proprement dit, est ouvert. Il se déroule en ce moment à Berlin. Alors, il s'agit des chefs d'État membres donc de ce Compact Africa qui auront en face d'eux des entrepreneurs allemands qui seront aussi là, le tout dirigé par la chancelière allemande Angela Merkel. Donc, voilà un peu les décors de l'événement qui tient en haleine la population aujourd'hui à Berlin et puis un peu partout dans le monde. Eh bien, avant même le départ du chef de l'État, le service de la communication de la présidence a fait publier un communiqué selon lequel Faure Gnassingbé mettrait sa présence à Berlin à profit pour promouvoir le plan national de développement 2018-2022. Alors, Patom, est-ce que vous avez pu identifier certains axes qui sont prioritaires au chef de l'État dans la promotion du PND? Oui, comme vous l'avez dit, le Togo est ici en Allemagne, ou du moins à Berlin, pour vendre le plan national du développement, qui s'articule autour de 3 domaines, notamment la création d'un hub logistique avec le développement d'un centre d'affaires de premier ordre en Afrique de l'Ouest. On parle aussi d'un développement de pôles de transformation de l'agriculture, de la fabrication et des industries extractives. Il y a aussi la consolidation du développement social. Effectivement, l'agenda du chef de l'État a été très chargé déjà ce matin. Il a eu à recevoir quelques personnalités allemandes, notamment le ministre à la coopération Gerd Müller. Il a également échangé avec le directeur Afrique de la KfW et également le directeur Afrique de la GIZ, qui est un groupe qui va quand même assister le Togo dans la maintenance de certaines centrales électriques. Alors, il faut dire que plusieurs quand même personnalités allemandes, surtout exerçant dans le domaine de l'investissement privé, sont quand même au programme en audience par rapport au calendrier du chef de l'État. Et donc, actuellement, les audiences sont suspendues puisque le chef de l'État s'est rendu pour quand même le démarrage du Business Forum, comme je vous le disais tout à l'heure. Eh bien, il y a un certain nombre de ministres qui accompagnent le chef de l'État, mais on annonce également des opérateurs économiques des secteurs publics, parapublics et privés, parce que le PNB veut faire une part belle à l'investissement privé. Alors, avez-vous une idée des hommes d'affaires qui accompagnent le chef de l'État? Oui, ils sont nombreux. Je vais citer, pas tous forcément, mais pêle-mêle, je vais citer par exemple le directeur général de la société qui est là, le directeur de l'énergie également qui est là, et j'ai rencontré également le promoteur du gaz domestique à la bouteille bleue. Rappelez-moi le nom, en tout cas, je veux parler bien.
de Jonas Daou qui est également là, et puis bien d'autres personnalités, notamment du gouvernement. On peut citer par exemple le ministre Abdi Bidamon, il y a aussi le ministre Gilbert Bawara qui est là, et donc effectivement c'est une forte délégation composée de beaucoup d'hommes d'affaires togolais et surtout de beaucoup de personnalités qui ont en charge certains domaines prioritaires dans notre pays. Eh bien, de façon très concrète, est-ce qu'on peut s'attendre à des contrats ou du moins à des promesses de contrats entre soit le gouvernement et les partenaires allemands ou bien les privés du Togo et leurs homologues allemands? Oui, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, l'entretien avec le ministre allemand de la coopération, à la sortie de l'entretien, nous avons quand même réussi à lui arracher quelques paroles et il disait qu'ils sont là, et ils ont échangé et ils sont partants pour un investissement au Togo dans le cadre surtout de la formation de la jeunesse et de son emploi. Alors donc c'est vous dire que quand même ce n'est pas une visite inutile, ce ne sont pas des échanges qui se soldent par rien. Il y a quand même des promesses qui sont faites et je rappelle également qu'il y a le groupe Siemens également qui sera là et pour une audience avec le chef de l'État et tout cela, et au fur et à mesure nous aurons quand même des éléments, mais il faut quand même dire que c'est du concret par rapport aux différentes réactions que nous avons juste après les différentes audiences aussi par le chef de l'État. Merci. Le sommet court jusqu'au 1er novembre. Si d'ici là vous avez de nouveaux éléments, vous pouvez toujours entrer en ligne à tout moment. Bien évidemment. Maintenant, autour du chef de l'État, je lis par exemple ce matin le confrère L'éveil de la Nation qui titre « Sommet du G20 sur l'investissement à Berlin ». Faure Gnassingbé accueilli en grande pompe par les Togolais vivant en Allemagne, pendant que autre journal Togo Matin qui écrit que Faure Gnassingbé est accueilli par une foule de Togolais en liesse en Allemagne. Qu'en est-il, Patom? Allô, Patom? Oui, je suis en ligne. Oui. Alors oui, effectivement, par rapport à l'accueil réservé au chef de l'État hier, je crois que notre confrère, l'éveil de la Nation, a retransmis fidèlement ce qui s'est passé ici en Allemagne. Effectivement, il y avait une forte délégation de la diaspora togolaise qui était là. Ils n'étaient pas seulement venus de Berlin, mais de plusieurs villes quand même allemandes pour donc réserver cet accueil chaleureux au chef de l'État. Ils étaient à une certaine distance et la particularité, ce qui a fait surtout qu'on a pu quand même avoir des images par rapport à cela, c'est que lorsque le chef de l'État est descendu de sa voiture et qui devait regagner son hôtel, il a dû parcourir une distance pour aller vers ces Togolais-là qui sont venus lui souhaiter la bienvenue, et ce qui a fait qu'il a quand même pu entrer plus ou moins en contact avec eux. C'était chaleureux. Ça n'a pas été fait à une distance où il ne savait pas qui est venu. Il a plus ou moins eu l'idée de tout ce qui était là en l'ombre et puis bon, tout ce qui se passait là-bas. Je crois que l'accueil a été vraiment chaleureux et ils sont restés pendant longtemps sur les lieux malgré le froid glacial en ce moment actuellement à Berlin. Soit des Togolais qui accueillent le chef de l'État avec chaleur, c'est bien, mais en même temps, Patom, vous savez que l'Allemagne abrite une forte communauté togolaise dont certains ne sont pas toujours tendres en matière de critique au pouvoir, contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Vous savez notamment que depuis le mois d'août 2017, la diaspora togolaise manifeste contre le pouvoir togolais. Alors, est-ce qu'on a eu également des Togolais, disons, manifester leur opposition contre la présence de Faure Gnassingbé à Berlin? Alors, dans la journée d'hier, non, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que il y a quand même des manifestants de plusieurs pays, chacun à sa cible, et ce qui fait que par rapport au périmètre de sécurité avec les lieux, alors c'est difficile un peu de savoir qui sont exactement là, mais une chose est certaine, il y a des manifestants de plusieurs pays. Nous avons les informations selon lesquelles il y aurait des Togolais également dedans. Alors je ne dis pas que les Togolais ne sont pas venus, je ne les ai pas vus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Alors, mais il y a une certaine distance. Il y a d'autres communautés qui ont eu quand même des positions beaucoup plus privilégiées, peut-être parce qu'ils sont vite venus, sans doute. Mais ça s'étend à perte de vue et juste derrière les grilles de sécurité installées pour la circonstance. Donc, je n'ai pas eu contact avec des manifestants togolais, mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas là. Ils doivent être quelque part, puisque c'est vrai, à une certaine distance, j'ai aperçu un drapeau togolais, mais je ne suis pas capable ici de vous dire exactement combien ils sont. Mais il y a de fortes chances, comme vous le savez, ça, à ce genre de rencontres, il y a beaucoup de communautés qui sont là, soit pour fustiger leurs dirigeants et autres. Et c'est bien le cas ici en Allemagne.
où on a entendu quand même des cris de plusieurs pays arabes et tout cela. Il y a forcément des Togolais dans le lot, mais nous n'avons pas eu contact avec eux comme cela par rapport aux dispositifs sécuritaires, également surtout la distance à laquelle ils sont restés pour exprimer ce qu'ils ont envie de dire. Merci. Et pour revenir terminer avec l'essentiel de ce sommet, c'est de mobiliser des investissements dans le financement de notre PND. Patom, il faudra veiller à ce que vous nous reveniez avec des contrats ou bien des promesses de contrats de façon bien concrète. Oui, bien évidemment, parce que vous savez, le PND, c'est près de 4 000 milliards de francs CFA, financé à près de 65% par le secteur privé. Effectivement, vous avez raison. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois en Chine. Aujourd'hui, on en parle également en Allemagne. C'est le principal produit, c'est la préoccupation des autorités togolaises, puisque ça devrait résoudre beaucoup de problèmes, surtout celui de l'emploi des jeunes, qui est un véritable casse-tête aujourd'hui pour la plupart des nations. Vielen Dank, Patom et Jeff le Prince, Awali Ahamadou, Primus Genou et Isidore Akolo me charge de vous dire de vous habiller bien chaud pour supporter le froid hivernal à Berlin. Bien évidemment, on fait avec, on essaye, même si on grelotte par le moment. Et surtout, ne nous revenez pas avec une pneumonie, s'il vous plaît. Alors, c'est sous la protection de Dieu. Merci beaucoup. Eh bien, de Berlin, nous revenons dans ce studio avec les confrères. Vous avez suivi le reportage qu'a essayé de nous faire Patom sur l'objet de la présence de Faure Gnassingbé en Allemagne, les contacts qui commencent à se prendre, les attentes qu'on aurait à la fin de cette participation, mais également les alentours avec les Togolais qui sont allés accueillir le chef de l'État, mais peut-être que d'autres Togolais qui iraient éventuellement crier leur opposition au pouvoir de Faure Gnassingbé. Isidore Akolo? Bon, ça ne manque jamais. Et si aujourd'hui on nous fait étalage de ceux qui sont allés acclamer Faure Gnassingbé, c'est de bonne guerre. Vous vous souvenez ce qu'il a eu à endurer quand il était aux États-Unis. Donc je pense que tout cela fait partie de la propagande politique et pour donner une image du président de la République. Et ça, c'est mon interprétation de la chose. Merci. Et maintenant, parlant véritablement de l'objet de la rencontre, j'attends de voir les résultats. Est-ce que, puisqu'on parle du PND, la part belle a été faite aux investisseurs privés. Est-ce que ce sont des investisseurs privés de l'étranger, puisqu'on parle de partenariat public-privé? Et si c'est à ces sommets qu'on va chercher d'éventuels comment dirais-je, bailleurs pour notre plan de développement, je dis qu'il y a un petit problème. Et je me dis que en interne, on peut mobiliser des ressources. Si tant est que on laisse les Togolais prospérer dans leurs affaires, et vous prenez le Bénin, il y a des richissimes qui peuvent intervenir valablement dans le développement endogène de leur pays. Et si on va encore ouvrir ce partenariat aux étrangers, je me dis que bon, il faut revoir la copie. Merci. Jeff le Prince? Oui, je pense que nous avons écouté l'essentiel du confrère Fabrice et je voudrais justement dire que dans une population, tout le monde ne peut pas vous détester au même moment. Donc, il y a des gens qui vont quand même apprécier l'arrivée de Faure Gnassingbé, il y a des gens qui vont manifester. Et moi, je salue quand même l'engagement et même s'il faut mobiliser les moyens à l'interne, il faut commencer par le faire, mais à chaque fois que le président de la République, Faure Gnassingbé, sort, il essaie quand même de tisser d'autres relations pour mettre ça en actif du gouvernement pour que le Togolais puisse sortir de la situation. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si le climat politique était plus ou moins acceptable dans notre pays, je pense que cette politique de pouvoir apporter des investisseurs dans notre pays sera dans un climat plus ou moins apaisé. Malheureusement, que le climat politique aujourd'hui ne nous rassure pas ou bien ne rassure pas les
les investisseurs. Vous savez, quand les gens veulent mettre des moyens financiers dans un pays, on pose la question de savoir est-ce qu'il y a une stabilité politique. Donc vivement, nous souhaitons que les politiciens s'entendent et pour que ces investissements profitent à tous les Togolais. Eh bien, ce sommet G20 sur l'investissement en Allemagne est organisé par la chancelière Angela Merkel qui a invité, qui elle veut, à cette table, la même Merkel qui hier a tenu une conférence de presse. Eh bien, la chancelière allemande a tiré les conclusions des difficultés de son 4e mandat qu'elle a entamé depuis 2017 et également ces dernières élections qui constituent une chute dans l'opinion de son parti, la CDU. Et la grande information que nous apprenons depuis hier, c'est que Angela Merkel a annoncé qu'elle ne se représentera pas à la tête de son parti, la CDU, au congrès de décembre prochain. Et plus, Angela Merkel qui a informé l'opinion qu'elle prend sa retraite politique à la fin de son mandat en cours qui finit en 2021. Awali Ahamadou, est-ce de façon fortuite que Merkel a choisi la veille de ce sommet avec les chefs d'État qu'elle a invités comme Faure Gnassingbé, comme Alpha Condé et les autres pour annoncer ses intentions? Oui, ça, on le dit souvent, il n'y a pas de hasard. Sûrement que c'est planifié, et qu'elle appelle certains dirigeants africains qui sont au pouvoir, de leur dire, voilà, après un certain nombre de mandats, moi, je préfère me retirer. Mais sur un autre côté, il faut dire que Angela Merkel traverse aujourd'hui beaucoup de difficultés dans son pays avec la grande coalition. Ils disent même que c'est le mandat de trop. Voilà, c'était un mandat de trop parce que quand vous voyez la grande coalition, le SPD aujourd'hui, qui veut quitter la grande coalition pour rejoindre l'opposition, ça dit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle est tellement fragilisée dans son pays que elle se dit, il vaut mieux la petite honte à la grande honte, comme on le dit au Togo ici. Et donc, elle a préféré carrément se retirer en 2021 pour laisser... Si elle arrivait à la fin de son mandat. Si elle arrivait, justement, parce que à l'allure où vont les choses, elle ne fait qu'un an depuis sa réélection en 2017 et déjà, il y a pas mal de problèmes au niveau de cette coalition-là qui n'arrive pas véritablement à s'entendre sur le projet de société, comment gérer ce gouvernement fédéral de l'Allemagne. Et donc, nous croisons les bras pour elle. Et c'est une grande dame, docteur en physique et tout. Donc, elle a de la matière, mais sur le plan politique, aujourd'hui, les Allemands veulent autre chose. Et vous voyez l'extrême droite qui est toujours en train de revenir avec force. Et on se dit déjà que la carotte est cuite pour Madame Merkel. Merci. Angela Merkel qui préside la CDU depuis 18 ans. Elle est chancelière de l'Allemagne depuis 2005. Et Primus, je me rappelle, lorsque le débat était chaud ici au Togo sur le fait que est-ce que Faure Gnassingbé devrait être représenté ou non en 2020, des gens argumentaient que même en Allemagne, dans la démocratie les plus prospères, une Angela Merkel peut postuler à un 4e mandat. Si des gens s'étaient appuyés sur le 4e mandat de Merkel pour justifier l'éventuelle candidature de Faure Gnassingbé en 2020, maintenant que la même Merkel annonce son retrait, est-ce qu'on devrait établir le rapport avec le Togo d'ici 2020? Elle a eu même de la chance. Sinon, ce lundi, elle allait démissionner. Si on avait perdu les élections dans l'état de Hesse. Oui. Ouais, après avoir perdu les élections régionales en Bavière. En Bavière, oui. C'était ce que le parti a dit. Si on perd dimanche en Hesse, elle démissionne. Donc, heureusement, ils ont perdu en voix, mais sans perdre le contrôle de l'État. Oui. Le pouvoir. C'est ça qui l'a sauvé. Donc, elle dévance les événements en annonçant elle-même sa démission en décembre. Sinon, d'ailleurs, le 4e mandat, elle a passé 4 mois à chercher un partenaire de coalition. Elle n'en a pas trouvé. Elle a fait la grande coalition. Et l'autre parti, la SPD, dit que cette coalition ne lui profite pas. Donc, la meilleure façon pour eux, c'est de sortir de la coalition et de laisser la CDU prendre ses responsabilités. Si elle peut gouverner, elle n'a qu'à gouverner. Si elle ne peut pas, nous, on sort. Vous voyez? Donc, l'alternance, je crois que ça fait partie de la nature humaine. N'allons pas tourner autour du pot.
elle fait partie de la nature humaine. L'alternance. Oui. Le changement. Le changement. Comme le mouvement. Oui, justement, le mouvement, mais c'est le changement. Ce qui est sûr, c'est que chaque jour que le bon Dieu fait, et chaque jour que le soleil se lève, les choses changent. Voilà. Donc, c'est contre la nature humaine. Si pendant tout le mois d'octobre, tu ne portes que le même pantalon, la même chemise, la première personne à avoir marre de toi, ce sera ta femme, tes enfants. Ils vont te demander, papa, change un peu. Vous voyez, donc, même. Oui, quand même. Toi aussi, quand même. Toi aussi, quand même. Voilà. Donc, c'est la nature humaine même qui est programmée ainsi. Donc, en Afrique, nous sommes dans un état d'aberration où les gens veulent faire 100 ans au pouvoir. Eh bien, même si on veut être gentil avec Merkel, on peut dire qu'elle est gagnée par l'usure du pouvoir. Mais ce qui vaut pour Merkel en Allemagne devrait valoir pour les autres aussi. Même en Bavière, Seehofer, c'était l'homme fort il y a 10-15 ans, en Bavière. La dernière fois, les Bavares lui ont dit que ça suffit. Oui, mais ici, on vous dira que comparaison n'est pas raison. Ce qui vaut en Allemagne ne vaut pas au Cameroun, où Paul Biya vient d'être réélu pour un 7e mandat de 7 ans, alors qu'on lui donne 86-87 ans, et qu'en Algérie, Abdelaziz Bouteflika, malade, pratiquement invisible de la scène depuis, à 80, 81, voire 82 ans, son parti le positionne déjà pour les élections à venir en 2019. C'est dire que Angela Merkel a beau se retirer à la fin de son 4e mandat, mais ailleurs, des gens attendent des décennies tant qu'ils ont le souffle de vie. Évidemment, c'est ça le drame que nous traversons en Afrique. Si au moins ceux qui s'accrochent au pouvoir arrivent à donner une prospérité à leur peuple, on peut l'accepter. Mais c'est plutôt, ils s'enrichissent au dos du peuple. Vous prenez Paul Biya, il vit plus en Europe que en Suisse que dans son pays. Et pour Bouteflika, donc très malade. Les indiscrétions font état que lui-même il était étonné même qu'on puisse le positionner encore. Donc voilà, ce sont des incongruités. Et parlant du changement, moi je vous donne cette image. Vous voyez l'eau du fleuve, hein? Le courant n'est pas le même. Si vous puisez à l'instant T plus 1, ce n'est plus la même eau. Je vous rappelle que je suis né au bord du Hao. D'accord. Donc c'est que il faut prendre exemple de la nature. La nature est changeante. Et c'est ça qui fait la prospérité de l'humanité. Merci. Revenons ici chez nous au Togo avec ce qu'on peut noter comme la montée du thermomètre sociopolitique. Depuis 2 semaines, les événements se multiplient, s'accélèrent avec un ton, une certaine montée qui devrait nous inquiéter, si tant est qu'on est partisan de la paix. Commençons avec ce que nous rappelle Togo Matin, à savoir incendie du siège du parti Unir à Sokodé. À Charlie Akleso, le secrétaire exécutif de ce parti, a sorti un communiqué au terme duquel Unir dit porter plainte et demander que justice soit faite. Et ce communiqué d'Unir qualifie l'incendie qui a dévasté son siège de criminel. Autre journal, c'est l'éveil de la nation qui écrit lui aussi, l'éveil de la nation à la page 3 qui écrit badigeonnage, on devrait dire rebadigeonnage du siège du PNP et incendie du siège de UNI. Il y a une guerre de communiqués entre UNI et le PNP, et l'éveil de la nation se demande entre les deux qui dit la vérité. Alors justement, Awali, à Hamadou, vous vous intéressez aux réactions aussi bien de UNI et du PNP qui s'accusent sans le dire ouvertement, et vous posez bien la question entre Acholi Akleso de UNI et Uro Chikpa, ou bien et le parti PNP, qui dit la vérité? Oui, ça, les deux partis s'accusent mutuellement et sans le dire ouvertement. Sans le dire ouvertement. Et depuis le week-end,
on a assisté à cette guerre de communiqué entre le parti au pouvoir et le parti de Tikpi Achadam. Et nous sommes, le titre que vous avez lu, c'est un article qui est revenu carrément sur cette guerre de tranchées-là entre les deux grands mouvements et surtout à Sokodé. Vous savez que les deux se trouvent dans le même quartier. Les sièges des deux partis, vous voyez. Et donc, les sièges des deux partis se trouvent dans le même quartier. Et nous disons que UNIR, qui dit que c'est un incendie criminel, volontaire donc, et le PNP, et qui qualifie ça de provocation et d'incendie volontaire. Tikpi l'a dit hier dans son audio, il dit que c'est un incendie volontaire. Et donc, Tikpi qui dit avec son PNP que sûrement c'est UNIR et ces éléments qui sont allés incendier leur propre siège pour accuser en retour les militants du PNP et de ce fait maintenant maintenir l'état de siège qui est dans la ville selon le PNP. Et UNIR qui dit non, nous avons des éléments qui rapportent que c'est un incendie criminel et dont nous avons porté plainte. Et nous avons dit, mais finalement, qui dit la vérité parmi les deux? Et à cette question, seule cette justice-là qui est là au Togo pourra nous situer. Et nous avons dit le gouvernement doit être au-dessus de ces partis politiques. Et donc le gouvernement qui est là, il y a plusieurs partis politiques, une centaine, doit être au-dessus de la mêlée pour véritablement retrouver ces auteurs-là. Et si c'est un incendie criminel au niveau de UNIR, retrouver ceux qui sont à la base, avec quoi ils ont incendié le siège de UNIR. Même chose pour le siège du PNP qui a été rebadigeonné en une volonté et à l'insu des responsables de ce parti. Voilà ça, si vous imaginez, je consomme à besoin, un beau matin, quelqu'un vient et change la couleur. Donc c'est un peu rigolo, mais on se demande qui est à la base de cet acte-là. Et nous avons interpellé plusieurs autorités aussi locales de Tchaoudjo et qui doivent mettre la main à la pâte pour que cette ville ne tombe plus dans la violence qu'on a connue. Alors que la violence a déjà commencé parce que depuis 2-3 nuits, on nous annonce des patrouilles militaires dans la ville. Oui. Et dans la manière dont la ville est aujourd'hui, la ville de Sokodé aujourd'hui, nous disons que c'est très facile, si c'est des incendies criminels, si c'est des actes prémédités, c'est très facile de retrouver ces auteurs-là et nous appelons le gouvernement à s'y atteler. Eh bien, cette guerre de communauté a monté en cran hier depuis que Tikpi Achadam, le président du PNP, s'est saisi de l'occasion pour adresser ce message audio qui circule comme un vent d'harmattan. Et le confrère L'Alternative s'en inspirait écrit Tikpi Achadam sur les tirs d'armes à Sokodé, des provocations pour mettre le pays à feu et à sang. C'est un extrait de ce que le président du PNP a dit, pendant que Liberté lui aussi écrit exaction militaire à Sokoré et environ. Tikpi Achadam appelle la CEDEAO à agir. Liberté qui trouve coupable le silence des cadres de la préfecture de Tchaoudjo et de tout le pays thème Kotokoli. Primus Genou, c'est véritablement une montée du thermomètre dont vous suivez les termes et on devrait s'en inquiéter, d'autant plus que nous sommes en période électorale, une période sensible. Non, prenons le pays où se trouve notre président. Il est, en cette matière, il était un bon exemple. Il a connu le régime totalitaire. Quand le régime totalitaire n'aime pas les débats à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis brûler eux-mêmes le Parlement. Après, ils ont du début du pouvoir de Adolf Hitler. Voilà. Après, ils sont partis arrêter des ouvriers communistes. Parce que les communistes ont dit qu'ils n'aiment pas la démocratie. Alors, il a dit, mais quand l'incendie s'est passé, on a posé la question, qui peut avoir intérêt à brûler notre Parlement, si ce ne sont pas les communistes? Donc, on les arrête. Et après, ils ont dit, comme le Parlement est brûlé, il va falloir le réparer. Donc, on va commencer les travaux de réparation. Quand? On ne sait pas. Mais en attendant, on ferme. Et ils ont fermé le Parlement. Voilà. Donc, c'est à peu près ce qui se passe. Des événements qui s'est produits en Allemagne courant janvier 1933 avec l'avènement de Adolf Hitler et des nazis. Voilà. Sokoré a siégé.
Les forces de l'ordre étaient où quand on banditionnait le siège de PNP là? On n'a rien vu dans une ville assiégée là. Dans une ville assiégée, la maison d'un parti brûle. D'abord, on n'a pas éteint le feu assez tôt, parce que ça doit être visible à vue d'œil qu'un bâtiment est en train de brûler. Le sinistre a été circonscrit, mais avec des Maintenant, dégâts. je ne comprends pas. Nos partis politiques n'ont pas d'argent pour faire garder leur siège. Il n'y a pas de gardien, de service de gardiennage pour garder son siège. PNP aussi n'en a pas. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Donc les individus veulent se balader, badigeonner à gauche. Là-dessus, Awali, quand vous étiez récemment au siège de l'UFC, est-ce qu'il y avait des gardes, il y avait des vigiles? Brûler à gauche et puis, Awali, explique-nous là. Spécial, il y avait des militants qui se sont portés volontaires pour assurer l'ordre. Mais ce que Primus dit, c'est d'autant plus inquiétant que l'incendie du siège de UNI, c'est la deuxième fois. Ce n'est pas une première fois. Vous vous rappelez la nuit du 16 octobre où l'imam Hassan a été arrêté et ce siège a été brûlé. Et donc, normalement, des mesures devaient être prises au niveau de ce siège, de ce côté-là, pour un minimum de sécurité, ne serait-ce des agents de sécurité et du matériel, voilà, du matériel pour sécuriser. Donc ça, c'est des pistes pour ceux qui feront l'enquête et rapidement trouver ceux qui ont fait ça. Oui, voilà donc ce double événement du siège rebadigeonné pour PNP, saccagé, incendié pour unir. Unir donc, qui sont communiqués pour crier aux voleurs et qui diligente une enquête. Tikpi Achadam qui sort de son silence, qui accuse ouvertement Unir d'avoir saccagé son propre siège pour l'imputer à son parti PNP avec des appels à l'endroit de la CEDEAO et autres. Jeff Le Prince, je disais que c'est une montée du thermomètre qui m'inquiète moi, je l'avoue. Oui, affirmatif, moi si je partage ton avis, c'est difficile et je ne souhaite pas qu'on arrive à ce stade. Parce qu'en réalité, la politique qui se fait dans les pays développés où les responsables des partis politiques de l'opposition ou les responsables des partis politiques du parti au pouvoir uni voyagent tout le temps pour aller voir un peu comment la politique se fait ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi la politique doit diviser autant les Togolais si on ne s'entend pas sur le minimum. Et ça fait très mal parce que c'est les populations qui vont ramasser les pots cassés dans ces situations. Parce que quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui souffrent. Et moi je dis, c'est très difficile pour qu'on dise aujourd'hui que c'est un incendie criminel. Vous vous rappelez dans ce pays, les deux grands marchés du Togo qui ont été brûlés jusqu'à ce jour. On n'a pas situé les Togolais pour nous dire, voilà, selon les enquêtes, on n'a pas situé les responsabilités jusqu'à ce jour, où on parlait également d'un incendie criminel et on continue par enregistrer des incendies criminels. Moi, ça fait mal parce qu'un parti au pouvoir a le moyen nécessaire pour pouvoir prendre les dispositions. Et si son parti est incendié ou on ignore ceux qui ont brûlé ce siège, ça veut dire que ça pose problème. Les autres partis politiques de l'opposition vont faire quoi? Si le parti au pouvoir n'arrive pas à sécuriser son siège, alors qu'en serait-il des autres partis politiques de l'opposition? Ça pose un problème fondamental. Et je voudrais dire, la fois dernière, j'ai dit dans ce même studio que j'ai comme l'impression que la politique togolaise se fait autrement au sud qu'au nord. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez un peu dans les villages, dans les villes du sud, comme on a fait la zone 1 et la zone 2 pour le recensement de la fois dernière, je reste dans ce cadrage pour dire justement que aujourd'hui vous verrez des gens de l'ANC, des gens de UNI, les gens de UFC boire et partager des pots. Parce que moi j'en vois tous les jours chez nous dans la préfecture des Lacs et je dis voilà, c'est ce que nous souhaitons pour les politiciens, voilà ce que nous souhaitons pour les politiques. Mais aujourd'hui, est-ce que à Sokodé, est-ce qu'il y a un problème fondamental et que les cadres ou du moins les fenêtres ne peuvent pas s'entendre et régler ces problèmes et chaque jour c'est à Sokodé. Et au même moment, visiblement nous voyons les militaires tous les jours à Sokodé. Et si on va attaquer deux sièges ou bien on va badigeonner un siège où on ignore ceux qui l'ont fait, moi je dis j'ai peur pour ma sécurité, j'ai peur de circuler moi-même en tant qu'individu et j'ai peur pour le Togo. Alors Isidore, c'est dans ce contexte-là que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile fait diffuser un communiqué depuis ces dernières heures. Voici un extrait. Ce communiqué parle d'une vidéo
montrant un individu portant une Kalachnikov, une arme de guerre, dans ses mains et des grenades sur son gilet. Le dit individu déclare dans sa vidéo qu'avant les élections prochaines, il y aura des attaques à main armée et le monsieur se donne le plaisir d'apprendre le maniement des armes et des grenades. Le ministère de la Sécurité, de la protection civile dit rassurer les populations et mettre en garde toute personne qui se joindrait à cet acte en vue de déstabiliser le peuple togolais. Le communiqué continue par énoncer un article du code pénal qui relate les conséquences qu'on encourt si on est surpris en flagrant délit en train de participer plus ou moins ouvertement à une rébellion, à un acte de sédition. Si la vidéo la circule, je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas encore. Mais ça devrait être inquiétant puisque c'est le ministère qui en parle. Est-ce que la personne est cagoulée? Est-ce qu'on ne veut pas identifier cette personne, ce kidam? Et moi, je me dis que bon, on va d'extrapolation en extrapolation. Ce qui s'est passé à Sokodé est très grave. Et qu'on nous dise, on laisse tomber, le ministère n'a rien dit sur les deux événements et on nous présente quelqu'un qui serait prêt à tirer sur qui il veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Ayons le courage de le dire. Vous vous souvenez quand on a commencé à brûler les mosquées autres, on s'attendait à une réaction qui n'avait pas eu lieu. Est-ce qu'on n'est pas encore toujours dans cette logique? Oui, à ce moment-là, on avait vu les ministres de la Sécurité et de la Justice visiter les mosquées. Ils avaient également annoncé le président des enquêtes avaient été diligentées, dont on attend toujours les résultats. Où en sommes-nous? Et le président même de la République avait distribué des courants. Mais on est dans une logique de pourrissement. Faisons très attention à ce que nous faisons. C'est Feu Yadima qui disait, on sait quand ça commence, on ne sait comment ça se termine. On nous parlait des djihadistes qu'on n'a pas vus. À force de jouer avec le feu, on risque de s'enflammer soi-même. On risque de se brûler. Ce qui se passe à Sokodé doit interpeller plus d'un Togolais et dire qu'une ville assiégée, nuitamment, on a rebadigeonné et le siège d'un parti qui fait l'actualité depuis. Qui fait l'actualité et les gens ont dit que peu avant ce rebadigeonnage, on a dispersé les gens, on a mis la population, on a tenu la population en respect et on accuse même les forces de l'ordre d'avoir fait cette opération. Et patatras, quelques heures ou une journée après, on dit qu'on brûle le siège d'un parti au pouvoir. Mais où allons-nous? Dans quelle logique sommes-nous? Je crois que c'est pour opposer les Togolais. Faisons très attention à ce qui se passe. C'est tout ce que moi j'ai. Eh bien, ne jouons pas avec le feu, ne jouons pas aux apprentis sorciers, parce que quand on s'amuse à invoquer les mauvais esprits, le jour où ils apparaissent, attention. Encore, il y a de cela 2 semaines, le président de la République avait fait des démarches pour, à ce que je sache, et les cadres, il les avait entretenus de cadres de Tchaoudjo, de ne pas s'opposer parce que tel est de tel ou tel parti. Est-ce que c'est une manière de dire au président de la République que vous n'avez rien fait? Est-ce que c'est un pied de nez qu'on est en train de faire au président de la République pour dire qu'on ira plus que ça? Faisons très attention. Faisons très attention, mais toujours la montée du thermomètre sociopolitique. Justement, la société civile n'est pas en reste. Vous vous rappelez, depuis hier circule également ce communiqué du mouvement des forces vives alternance pour le Togo. Ce mouvement qui se défend d'un certain procès en sorcellerie dont le mouvement se plaint. Awali, vous avez également vous avez lu le communiqué du mouvement des forces vives alternance pour le Togo qui se défend n'être pas affilié à un parti politique et que les raisons, enfin les causes que ce mouvement défend
ne sont que de l'ordre normal des choses. Oui, ça c'est au lendemain de la conférence de presse, la sortie médiatique du gouvernement et de sa majorité, qui, lors de la déclaration liminaire lue par le ministre Gilbert Bahora, est revenu sur la nature même de la société civile au Togo, notamment le Front citoyen Togo debout, que le ministre avait qualifié même de parti satellite, de mouvement satellite de la coalition, sinon mouvement proche, aile marchande de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Même chose pour le mouvement du révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon, qui récuse carrément ces allégations-là. Le révérend père Afognon dit que tout ce qui a été dit par le ministre Bahora, ils ne se reconnaissent pas en ces propos-là. Ils sont là pour la veille citoyenne et comment amener les deux parties à s'entendre au minimum pour le développement du pays. Et le mouvement, vous rappelez aussi qu'il y a des esprits malins qui ont pris l'identité du mouvement du père Afognon et qui, avec un numéro mauve, et qui demandait carrément de l'argent pour dire que le mouvement est devenu un parti politique et donc il a besoin de beaucoup de fonds pour se lancer dans des projets politiques. Et donc le père Afognon, heureusement qu'il est un religieux, il sera trouver les bons versets pour prier et pour que les mauvais esprits qui vont entacher son mouvement puissent être écartés. Merci. Donc, ce communiqué du mouvement des forces Vive Espérance pour le Togo qui dément les propos que le ministre Bahora a tenus à leur compte, sur leur compte, pardon. En même temps, ce mouvement qui dit à qui veut l'entendre qu'il n'est pas un parti politique et que ce qui circule sur la toile avec des gens qui prétendent que le mouvement des forces vives serait un parti politique et pour lequel ils demandent de l'argent, Isidore Akolo, ce mouvement tient à faire des clarifications qui devraient être claires pour tout le monde si on peut se permettre cette tautologie. Évidemment, j'ai eu une fois à rencontrer Père Pierre Chanel Afognon suite à un débat ici, vous vous souvenez, et quand il était dans les discussions au niveau des enseignants et autres là. Je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui est très posé et quelqu'un qui trouve les mots justes quand il prend la parole et dire que cet homme va prétendre faire ce qu'on est en train de dire sur lui. Et c'est en cela que je dis que nos ministres doivent avoir une hauteur d'esprit. J'ai suivi Gilbert Bahora, même dans sa déclaration, même ici vous l'avez reçu, oui. Mais il avait ressassé ces choses-là. Mais il est avant tout ministre d'une république. Il ne doit pas se prêter à ce jeu. Je suis désolé de le dire. Je ne le retrouve pas comme quelqu'un qui a une hauteur d'esprit. En principe, lui, il devait faire de sorte à être au-dessus de la mêlée. Mais il part comme un partisan. Il part comme un partisan et vous vous souvenez, on lui avait posé la question sur le rebadisonnage du CNP. Il a banalisé, il a fait comme si non, ça frustre et ça prouve à la révolte. Je ne sais pas dans quel rôle il est, c'est pas si c'est pour narguer les Togolais que lui il est là et à prendre la parole rien que pour incendier l'atmosphère. Je suis désolé de le dire, et je ne vois pas un certain père Afognon dans enfin, quand nous parlons du père Afognon, il n'est que le porte-parole d'un mouvement qui regroupe d'autres religieux, des universitaires, des syndicalistes et des libres penseurs. Oui, certes. Et je crois que il est quelqu'un qui peut recadrer tout le monde. Il doit recadrer tout le monde. Tout ce que, même moi, quelqu'un le disait que même si Jésus-Christ revenait au Togo et prend position, on va dire qu'il est opposant. Voilà, c'est ce qu'on est en train de peindre en noir, ce que Père Afognon est en train de faire. Déjà, le Jésus originel avait été déjà taxé d'opposant en son temps. Ah oui. Eh bien, nous continuons le tour avec le Front citoyen Togo debout, qui va être en conférence de presse aujourd'hui. Awali, n'est-ce pas? Aujourd'hui, bien demain.
À 14h aujourd'hui. À 14h30. Mais déjà, le Front Citoyen Togo, debout, a lancé un appel à manifestation sur le samedi 3 novembre prochain. Le Front Citoyen Togo debout qui veut demander ainsi la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes détenues, de tous les détenus politiques, la cessation des violences, les tracasseries policières, les menaces et intimidations exercées sur les citoyens, en particulier sur les responsables des partis politiques, de l'opposition et de la société civile. Primus, la marche du Front Citoyen Togo debout, c'est samedi. Alors quand on voit le contexte général que nous rappelons, dans lequel cette marche va se dérouler, et encore je rappelle que nous sommes dans un contexte électoral, comment voyez-vous ça? Non, le problème, ce qui est triste, c'est qu'on ne nous apprend pas le vivre ensemble. Qui ont notre pays. Oui, le pays, il est vaste, vous et moi, au-delà non, de... Ça, oui. Quand je parle, qu'est-ce que les gens disent? Que je suis un neveu de Zio. C'est pas ça? En fait, moi, j'ai un primus, notre aristocrate ici. Voilà. Tu vois? Et la façon même de penser des gens est difficile. Quand vous voyez un ministre du gouvernement parler de façon irresponsable, ça fait mal. Ce qui se passe à Sokoré, est-ce que ça a besoin d'être? Que chaque fois les forces de l'ordre sortent pour aller cogner une population qui est proche d'eux? Est-ce que c'est normal? On a le droit de s'opposer à tout gouvernement. Alors pourquoi quand on s'oppose, Sokoré a le droit de s'opposer? Alors pourquoi on sort tous les jours, on cogne? Est-ce que les forces de l'ordre ont besoin de tirer des coups de sommation? Moi je suis très étonné. Comme ma mère et mon père et mon grand-père se sont battus pour l'indépendance, c'est de cette même manière que les Blancs nous traitaient. Et nos parents ont dit non à ça. Alors de quel droit maintenant le Togo indépendant nous traite de cette façon? Moi j'aimerais bien comprendre. J'aimerais que quelqu'un m'explique que quand un citoyen togolais est fâché contre son gouvernement, il faut le frapper à mort. Il faut aller brûler son village. Il faut aller détruire son village. Alors pourquoi on a créé le HCRUN? Jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu Mme Daboya dire quoi que ce soit. Awanana, elle paie de l'argent aux victimes. Des violences de 58 à 2005. Voilà. Donc elle attend encore pour aller payer. Moi, j'ai pas encore vu cette femme-là, ni à la télé, ni chez toi ici, ni ailleurs, nulle part. Hein. Dire quoi que ce soit. Mais elle est au siège de HCRUN. Vous victimes. pourriez aller la voir là-bas. Pour lui dire quoi? Elle fait quoi? C'est elle-même qui prend les devants pour nous dire la réconciliation que son institut doit faire là. Ça commence par quoi? À payer aux victimes pendant qu'on est en train de faire d'autres. Elle est avant tout médiateur de la République ou médiatrice de la République. Donc, elle doit se sentir interpellée dans cette truc. Les Allemands appellent ça. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas aussi? Pourquoi on lui donne l'argent du contribuable? Pour faire quoi? Moi, je ne comprends pas. Tu vois, chaque fois que je parle, vous dites que c'est le primus des mauvaises. Quand je me pose des questions sur le Togo, je n'arrive pas à comprendre. On a quoi là de HCRUN, comment dire? Vous ne connaissez même pas la définition du HCRUN. Eh bien, occasion encore, raison de plus d'aller voir Madame Awanana à la réconciliation et à l'unité nationale. Oui. Elle commence par quoi l'unité nationale? Quand on se tape les uns sur les autres, quelqu'un sort de lui, ça baptisons la maison, c'est violation du droit privé. Et puis, aucune autorité ne s'est prononcée jusqu'à aujourd'hui. Il nous dit qu'elle a porté, c'est un crime. Maintenant, où est le crime? Quand ils disent qu'ils ont porté que c'est un incendie criminel, quelles sont les preuves qu'ils ont apportées que c'est un incendie criminel? Il y a une preuve? Tu vois, c'est l'escalation à la violence. Et ça, c'est l'État qui appelle à la violence. Nous avons le droit de dire non à ça. Eh bien, nous faisons un tableau du contexte avec toutes ces montées du thermomètre sociopolitique. Quand je reviens encore au message audio de Tikwi Achadam hier, il en a appelé bien ouvertement à la CEDEAO. Mais la CEDEAO, justement, qui joue la facilitation et dont on nous a annoncé le samedi dernier
que l'un des facilitateurs, Alpha Condé, devrait recevoir une délégation de la coalition. Ces messieurs et dames qui se sont portés endimanchés et de pouvoir à l'aéroport. C'est après certains moments d'attente qu'on leur a signifié qu'ils ne pourraient plus voyager dans le jet privé pour aller au-devant du facilitateur. Le confrère L'Alternative revient aujourd'hui sur ce qu'il appelle les raisons de l'annulation de ce voyage sur Conakry. En attendant de lire l'article de l'Alternative, est-ce que quelqu'un peut nous dire le pourquoi et le comment ces messieurs et dames n'ont pas pu voyager auprès de Alpha Condé samedi dernier? Jeff Le Prince? Je vais essayer selon les recoupements que j'ai eu à faire. Moi d'abord ça fait mal en ce sens que faut pas pleurer. Non. Les recoupements que vous avez fait. Oui. Disons, vos penchants, vos sentiments après. Non, je n'ai pas de sentiments. Okay. Je me connais. Bon, sur ce fait, moi j'aurais appris que l'avion spécial qui devait être dépêché pour les transporter a eu un problème technique à la dernière minute. Mais au même moment, il y a des non-dits et selon les recoupements, j'aurais appris que, ou bien vous le savez, qu'Alpha Condé doit participer aussi au sommet actuellement à Berlin. Donc tout cela a chamboulé un peu le programme du monsieur et je ne sais pas si on ne voudrait pas dire la vérité aux responsables de la C14 pour trouver juste un alibi pour dire que l'avion spécial avait eu une panne de dernière minute. Bon, les politiques nous ont habitués à ce langage de bois, à ce langage diplomatique où ils disent tout sauf la vérité. Alors Isidore Akolo, est-ce que vous avez fouillé un peu derrière les raisons officielles pour nous trouver autre chose? Non, ce qu'on nous avait servi, c'est ce que vient de dire Jeff. Mais au-delà de ça, je me dis que on joue de la comédie. C'est la mauvaise comédie. De la mauvaise comédie. Et moi, j'étais de ceux qui disaient que est-ce qu'il fallait prendre toute la crème, le quota de la scène politique togolaise dans un même avion pour aller faire quoi? Bon, peut-être qu'ils allaient commencer à se parler entre eux avant d'arriver à se parler entre eux, mais et s'il advenait quelque chose, on ne le souhaite pas. Non, nous, les Togolais sont... Attention, ça ne se fait nulle part. Vous y allez et individuellement, s'il y a crash, donc c'est y compris la délégation gouvernementale, y compris le ministre de la Sécurité du Ghana, y compris les opposants togolais. Mais soyons sérieux, pour aller faire quoi? Chez qui? Chez un certain Alpha Condé qui n'arrive même pas à maîtriser son propre pays. Mais il est facilitateur dans notre pays. Il est facilitateur, certes. Il a son représentant. S'il a un message à donner aux Togolais, qu'il passe par son représentant au sein du comité de suivi. Mais il faut qu'on se mette un peu sérieux aussi au Togo. Merci. C'est de l'enfantillage. Trouve que nombreux sont les observateurs qui doutent de la sincérité du président guinéen dans la facilitation concernant la crise politique du Togo. Awali Ahamadou Jeff Le Prince, c'est là également un autre piège. Alors si déjà nous commençons à douter de la sincérité de ceux qui jouent la facilitation, alors finalement on va à quoi? Oui, ça c'est la vraie interrogation sur le choix, le casting de ces facilitateurs-là, qui déjà avaient dit qu'ils n'étaient pas là en tant que représentants d'une certaine caste, j'allais dire un syndicat de chefs d'État. C'est ce que le même Alpha Condé a dit ici. Il dit qu'ils ne sont pas là pour défendre les intérêts du chef de l'État, Fagne Azingbe. Donc c'est dans les actes aujourd'hui, les Togolais verront si effectivement ce monsieur-là, il est pour le chef de l'État ou carrément pour l'opposition que d'autres appelleraient le peuple. Et nous attendons de voir la suite. Et revenant sur ce que Isidore a dit, c'est vrai, la coalition n'était pas allée seule à l'aéroport. Quand a écouté Jeff, c'est comme si c'était la coalition seule qui était allée et qui s'est fait rouler dans la farine. Il y avait aussi la délégation gouvernementale, la délégation du parti au pouvoir, il y avait le ministre Albert Kadampa, il y avait même les membres de la commission de la CEDEAO. Donc c'est tout ce beau monde-là qu'on devait embarquer dans un seul avion. Mais comme Isidore l'a dit, soyons un peu sérieux. Oui, donc on pouvait à la rigueur réserver des places. Il y a Sky, il y a beaucoup de compagnies qui sont là. On pouvait réserver des places et puis aller revenir, ramener un seul avion et à la dernière minute nous dire que l'avion a eu des problèmes techniques
ça ne fait pas sérieux du côté de la facilitation. Plutôt Jeff Le Prince, ça fait quand même une sorte d'humiliation à la classe politique du Togo, du gouvernement, de l'opposition. Et même de la CEDEAO. Parce qu'il y a le ministre ghanéen qui était là, il y a le président de la commission de la CEDEAO qui était à Lomé, qui était venu pour l'inauguration du pôle de contrôle de Nouépe à Kanou, qui n'est pas parti. Lui aussi, il attendait cet avion-là, vous voyez. Oui, Jeff Le Prince, ça ressemble à une forme d'humiliation. Oui, humiliation, je suis d'accord avec toi. Vous savez, depuis le début de la médiation, je nous avais dit que n'attendons pas grand-chose de la CEDEAO et que les Togolais même peuvent réfléchir et voir ce qu'ils peuvent faire ensemble pour sortir le Togo de cette crise. Je suis d'accord qu'on invite les gens, mais juste vous dire que j'ai un grand frère qui n'aime jamais voyager avec sa famille. C'est-à-dire, ils sont en Europe avant de rentrer en vacances. La maman part avec les enfants et le monsieur arrive seul, ou bien soit les enfants dans un autre vol, la maman dans un vol. Parce qu'il dit, il ne peut pas prendre le risque d'embarquer toute une famille. Et moi, je l'avais dit sur notre antenne la fois dernière, que nous dirions un avion spécial pour plusieurs Togolais, même s'il y a des membres du gouvernement et autres là. Moi, je ne suis pas d'accord. On peut quand même faire des réservations pour qu'on les fasse voyager. Mais ce que je ne comprends pas, Fonya Sigbe avait rencontré Alpha Condé tout dernièrement. Il était chez Ado et tout ça là. Et je pense aujourd'hui qu'avec la technologie, on peut faire une vidéoconférence. Et si Alpha Condé a quelque chose à dire dans une salle, on peut échanger, écouter les autres et voir les gestes. Pourquoi embarquer de grandes personnalités dans un avion et que c'est à l'aéroport, on vient informer les gens que l'avion a une panne? Je dis ça ne vaut plus la peine de reporter ce voyage. Si Alpha Condé veut véritablement sauver les Togolais, aider les Togolais à sortir de cette crise, qu'il fasse diligence de voyager lui-même, de venir vers les Togolais pour apporter sa contribution. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Qu'est-ce qu'Alpha Condé est en train de faire chez lui là-bas? Il a tiré sur son opposant, non? Merci. Eh bien, le contexte de ce jour, c'est Liberté. Enfin, Liberté se demande si la CEDEAO est pompier ou pyromane dans notre situation. Et pour clore le tableau, Liberté nous parle toujours des élections sur fond de tension avant qu'il ne soit trop tard. Refus d'associer la coalition de l'opposition à la préparation du processus électoral, recensement au pas de charge. L'article parle plus tard du regain de la tension et il voit des ingrédients d'une implosion, du moins d'une situation intenable qui se multiplie au jour le jour. Et l'Indépendant, pour sa part, revient sur cette interview de Jean-Pierre Fabre au magazine Jeune Afrique. Et l'extrait que nous propose aujourd'hui l'Indépendant Express, c'est que Jean-Pierre Fabre dit, citation, « Les élections législatives n'auront pas lieu avant juin-juillet 2019. » Le même Jean-Pierre Fabre qui dit quelque part que la coalition ne saurait participer aux élections dans ces conditions. Je ne sais pas si vous arrivez à vous faire la part des choses, mais nous, on vous fait le point au jour le jour. Petite pause. P.TG Canal FM. Dernière partie de cette émission, nous allons clore la page géopolitique avec notre aîné, l'aristocrate Primus Genou. Eh bien, je parlais du processus électoral avec le tableau quelque peu inquiétant que dresse Liberté. Également, c'est cet extrait de l'interview de Jean-Pierre Fabre qui dit que les élections législatives ne sauraient avoir lieu avant juin-juillet au plus tôt, alors que la CEDEAO a placé ces élections au 20 décembre prochain, dans moins de 2 mois. Oui, c'est tout cela m'inquiète. Parce que de la feuille de route de la CEDEAO, on n'a appris qu'une seule chose, le 20 décembre. Tout le reste, on l'a oublié. Maintenant aussi, le recensement et tout, on y va à pas de course. La feuille de route, là, c'est seulement le 20 décembre. Et le reste, on les commence quand? Après le 20 décembre? On les finit quand? Tout ça c'est flou. Et depuis que la feuille de route est connue, opposition et coalition ne se parlent plus. Pour l'avion, le Rwanda nous a donné le bel exemple. En 93 ou 94. Quand le président Juvenal Habyarimana
Non. Voyageait avec son collègue burundais Cyprien Ntariamira que la Zulu a craché. Ils sont partis Oui. en Tanzanie, à Arusha, signer un accord de paix. Et au retour, ils vont former un gouvernement de coalition. Et c'est cet avion-là Qui a craché. Avec les deux présidents du Rwanda, du Burundi, oui, qui sont morts, oui, et ce qui a déclenché ce que nous savons. Exactement. Le génocide. Exactement. Merci beaucoup. Eh bien, le tableau n'est pas très heureux, mais c'est notre conclusion de la situation. Mais nous disons à Wali Ahamadou, encore une fois, nous journalistes, nous nous inquiétons de cette montée du thermomètre sociopolitique dans cette période sensible. Surtout dans ces villes-là qu'on appelle Sokodé, Bafelo, Mango. Donc c'est très sensible dans ces villes-là qui ont connu véritablement de la violence. Il va falloir que tout le monde, et les cadres de ces milieux, et l'administration, et l'armée, et la police, et la gendarmerie puissent faire profil bas pour que la violence ne revienne plus dans ces villes. Merci. Sokodé, qui est la ville des parents de notre ami Awali Ahamadou. Sokodé, qui est la ville des parents de notre ami et confrère Sam Anas Djobot Terou. Sokodé, qui abrite la famille de notre cher Fousseni Saïbou. Que Dieu est là, mais que les Togolais fassent leur part pour désamorcer à temps cette bombe qui nous inquiète, nous, ici au studio. Alors, nous revenons sur des sujets plus... Non seulement nous, mais tout le peuple togolais qui est inquiet aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons maintenant avancer sur des sujets beaucoup plus gais, notamment avec cette dépêche que nous ramène Jeff le Prince d'Aneho. Oui, deux petites dépêches rapidement. Je voulais juste dire la gaieté, comme tu l'as dit. Il y a un natif du milieu de M. Djinkounou Aimé. Il est le responsable de l'association JPJ qui a pensé aux agriculteurs, les femmes qui transforment le manioc en gari et tapioca. Dans le canton de Garavé, il a commencé des actions depuis le samedi dernier. Il était à Mélidomé pour donner 4 moulins. 2 moulins pour dégrainer le maïs et 2 moulins pour le manioc. Et il a mis un système aussi pour pouvoir presser de l'eau dans le manioc pour pouvoir le transformer en gari et autres. Donc c'est un don qu'il a fait parce qu'il était passé entre-temps à promettre cela aux agriculteurs. Et il a bien dit qu'il est dans la dynamique du chef de l'État pour promouvoir l'agriculture au Togo. En pays, on dirait à Penelo. La seconde dépêche? La seconde dépêche, vous avez quelques jours sur les réseaux sociaux, les gens parlent que la ville d'Aneho est coupée en deux quand vous allez... Serait coupée en deux quand vous allez vers Anfoin ou Glidji, parce que le pont de Zébé a cédé. Non, aurait cédé. Il faut toujours nuancer, ok. C'est vrai. Oui, c'est vrai que ce pont a des problèmes depuis un moment. Nous avons attiré l'attention des autorités et les autorités en pensent à apporter une solution. Je rappelle quand le ministre Nimsaou Nonfam était là pour la voie Aneho-Tabligbo, il avait inspecté le pont là et il disait aux autorités locales qu'on ne peut plus renforcer ce pont, mais il souhaiterait qu'on reprenne carrément le pont pour avoir un pont plus solide parce que il y a les gros porteurs de Wassem qui passent sur le pont. Donc on a mis un dispositif pour que 2 véhicules ne se dépassent pas sur le pont exactement. C'est ce que nous essayons d'observer. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis la semaine dernière, il y a une entreprise dont je ne vais pas encore donner le nom parce que je suis dans le recoupement. Ils sont venus voir le préfet pour le lancement des travaux. Mais effectivement, on a vu là où ils vont installer le matériel. Ils sont en train d'aménager la place déjà. Il y a les engins qui sont déjà là. Donc je pense que incessamment les travaux vont démarrer pour refaire ou avoir un nouveau pont au niveau de Zébé. Merci de nous suivre ce chantier-là et de nous tenir informés parce que c'est pas ce pont que Isidore Akolo accède dans son village à Soukopé. Si jamais le pont se coupait, ce serait grave. Non, il va prendre la pirogue. Non, pas la pirogue quand même. Mais, au fait, non seulement les gros porteurs de Wassem, il y a aussi Dangote qui passe souvent là-bas. Et c'est ça qui crée encore plus de problèmes. J'ai été saisi par le dossier en temps, mais j'ai dit que il revient au chef traditionnel du milieu
de pouvoir faire le lobbying pour que on revoit la situation de ce pont. Parce que si ça s'écroulait, ce serait très grave. Les chefs traditionnels, mais le préfet, les délégations spéciales et tout ce que Aneho Glidi compte de cadre. Et vous en avez chez vous. Oui, et la question que moi j'aimerais poser, est-ce que la zone Ganavé est toujours productive? Parce que quand tu passais par là, moi je passais quand on était tout petit à l'époque, Ganavé avec l'installation, la féculerie de Ganavé, la zone n'était plus productive. Je pense qu'il n'y a plus une production industrielle comme tu l'as dit, mais c'est une production artisanale. Donc c'est maintenant il faut encourager les agriculteurs à produire. Merci. Un petit article que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt à Wali Ahamadou. Vous nous invitez à la CET, mais beaucoup plus à la coopérative d'épargne de crédit des travailleurs de la CET, cette coopérative qui serait dans de beaux draps parce que vous parlez de gestion opaque, de favoritisme, de corruption et vous dites que cette coopérative risque d'aller tout droit dans le gouffre. Une coopérative qui est née il y a à peu près 40 ans déjà au sein de cette entreprise d'énergie électrique du Togo et qui rassemble tous les agents volontairement, bien entendu. Et depuis toutes ces années-là, des gens qui font des dépôts sur épargne, des gens qui font des cotisations et pour régler, bien entendu, des questions d'ordre social, des imprévus, j'allais dire. Vous avez votre famille, un beau matin, un enfant qui tombe malade, vous avez une cousine, bon, voilà, on est en Afrique, la famille africaine, le salaire n'est pas encore tombé, ou bien pour arrondir les fins du mois. Et donc justement, cette coopérative a été créée comme ça pour régler ces petits problèmes-là, aider ces agents-là qui sont dans beaucoup de difficultés. Voilà que depuis un certain temps, ceux-là qui sont en règle avec la coopérative, les membres qui ont épargné, voilà, qui ont épargné pendant des gens ont épargné pendant 20 ans, d'autres 25 ans, et patatras, un beau matin on dit non, vous n'avez pas accès à votre argent. Et pourquoi? Vous n'avez pas accès à votre argent parce que la coopérative a des problèmes financiers. Et comment est-ce que les adhérents vont comprendre ça? Et donc avec les regroupements, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'adhérents ont relaté avoir eu beaucoup de difficultés pour retirer ne serait 100 000 francs CFA sur le compte épargne. Quand on parle de compte épargne, ça veut dire que un beau matin, je vide le compte. Ce que j'ai sur le compte, je peux le prendre. Donc le monsieur va pour prendre son argent, on lui dit que non monsieur, nous avons des problèmes financiers et donc on négocie avec vous les 100 000 que vous avez demandé, il faut attendre 5, 6 mois, 3 mois, 4, donc, et finalement on lui donne ce qu'il y a. Et des gens prennent 30 000 sur 100 000, 70 000 sur 100 000 et finalement on se demandait où est parti l'argent épargné des adhérents. Justement, votre article porte du fait que cette coopérative est victime de mauvaise gestion. Les dirigeants qui se sont accordés des avantages indus, ils ont accordé des prêts que les gens ne peuvent pas rembourser même 10 ans après leur retraite. Et puis, l'article parle également d'une décision de l'Assemblée générale qui a demandé un audit. Eh bien, l'audit a été fait et les résultats sont là. Mauvaise gestion, détournement de fonds. Mais comment se fait-il que les dirigeants, notamment le conseil d'administration, n'arrivent pas à assumer les conclusions et les recommandations de l'audit? Oui, voilà, ça c'est la question que les adhérents justement se posent. Et depuis l'année passée en 2017, lors de la dernière AG, les adhérents se voyant un peu spoliés de leur argent, oui, voilà, de leur argent, ont exigé de l'administration un audit pour voir clair dedans où sont passés les fonds, parce que les fonds, ce n'est pas pour dire qu'il y a un membre qui n'a pas cotisé. Donc, c'est des précomptes à la source. Vous voyez? Donc, tous les membres sont à jour. Il n'y a pas une raison pour dire, voilà, tel membre n'a pas cotisé. Non, tous les membres sont à jour. Il y a aujourd'hui 300 adhérents au niveau de cette coopérative. Et donc, l'audit a été mené par un cabinet d'expertise qui a fait l'audit et qui a sorti les résultats.
Voilà que les résultats sont sortis et le conseil d'administration refuse carrément de publier les résultats de l'audit. Vous voyez? Donc c'est là, les adhérents se sont dit, mais là, il y a anguille sous roche. Qu'est-ce que vous nous cachez? Vous ne communiquez pas et finalement, selon certains, selon les recoupements, maintenant on s'est rendu compte carrément que mauvaise gestion, détournement, prêt à loisir, prêt fantaisiste, tout ça là, du copinage au sein de la coopérative et des accusations que carrément le conseil d'administration aujourd'hui rejette sur l'ancien bureau. Le conseil d'administration dit qu'il a hérité d'un gouffre financier et qui ne saurait aujourd'hui... Raison de plus de publier les conclusions pour qu'on sache qui a fait quoi et quand. Voilà, et c'est au cours de nos enquêtes pour le dossier, nous avons rencontré le PCA, M. Omsan, et c'est lui qui nous fait savoir qu'effectivement, d'ici décembre, il y aura une AG spéciale au cours de laquelle ils vont présenter les résultats de l'audit. Et c'est tellement extraordinaire que des gens cotisent de l'argent. Vous voyez des vieillards, des vieilles personnes qui sont à la porte de la retraite, qui ne peuvent pas rentrer dans leurs droits. Alors Awali, justement même ce matin sur un membre qui dit qu'il a cotisé autour de 1 600 000 là-bas dans cette coopérative, mais cet argent qui ne peut pas toucher et on peut craindre que cette coopérative soit carrément dissoute avec des poursuites, pourquoi pas intentées contre tous ceux qui ont pris tous ces débiteurs-là et tous les dirigeants qui auront été convaincus de mauvaise gestion. Mais la précision, c'est que la coopérative jouit d'une gestion autonome. Cette coopérative n'est pas à confondre avec la direction générale de la CET. Non, tout à fait. Elle n'est pas sous la direction du DG, M. Kakati. Elle est tellement autonome. Elle a son conseil d'administration avec des gens, mais des agents de la CET, bien entendu. Et donc, aujourd'hui, les recoupements faits, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont eu des prêts jusqu'à hauteur de 9 millions de francs CFA. Alors que selon eux... De leur capacité de remboursement. Selon les thèses, c'est dit que les prêts, c'est à 1 million de francs CFA. Et donc le conseil a attesté que depuis 2006 qu'il est là, le nouveau conseil, ils n'ont eu qu'à faire 2 prêts. Un prêt pour une valeur de 1 million de francs CFA et l'autre pour 500 000 francs CFA. Mais... selon les regroupements, c'est tellement faux, archi faux. Ils ont fait des prêts à hauteur de 9 millions et tenez-vous bien, à qui? À un chef de personnel de la CET. Et ce dernier n'arrivait pas à payer. Le directeur général de la CET à l'époque, professeur Nyande Djeteli, était obligé de donner des instructions pour que son 13e mois et ses avantages sur salaire puissent être bloqués pour payer. Mais jusqu'à quand? Puisqu'on parle de 9 millions de francs CFA. On doit arrêter là, mais la question qui se pose, même si le personnel d'une société ne peut pas bien gérer une mutuelle au sein d'une société, au sein d'une entreprise, c'est tellement génial. Là, c'est vous qui le dites. Il y avait le cas de Muget. Muget pour les enseignants. C'est la même chose là-bas. Les gens se font des prêts à loisirs, des prêts nous allons conclure tout ça là dans la bonne humeur. Tout ça là. Aujourd'hui, il y a le ménage. Les informations qu'on a apportées aussi bien en politique avec cette coopérative, c'est pas très heureux. Mais peut-être que avec du slam, on pourra se retrouver de la bonne humeur, n'est-ce pas? Bonjour l'ami. Bonjour Sasla, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM. Alors vous les artistes, vous donnez des noms vraiment bizarres. Alors vous c'est... Ça dépend de la position de l'observateur. Voilà. C'est menteur ambulant. Menteur ambulant. Voilà. Quelqu'un qui se donne comme nom menteur ambulant, vous comprenez ce que je disais? Eh bien vous faites du slam. Oui. Au moins là, nous on l'admet que nous sommes des menteurs, mais sauf les politiciens, eux, ne le disent pas. Parlez pour vous, s'il vous plaît. Donc, menteur ambulant. Voilà. Donc, du groupe... Calebas Challenge. Pardon? Calebas Challenge. Calebas Challenge. Voilà. Calebas Challenge est un groupe de slammers qui organise le festival Calebas Challenge, qui est à sa 9e édition. Et cette édition, on couple le festival avec la Coupe nationale du slam, où on a déjà fait les sélections régionales. Et le 3 novembre, à l'Institut français du Togo, on aura le lauréat et qui sera suivi de la performance des slammers qui sont invités de l'Afrique et d'ailleurs.
Donc le samedi 3 novembre, il y aura donc la grande finale. La grande finale. Pour ceux qui ont été présélectionnés et qui chacun va devoir montrer son talent. Tout à fait, ils sont au nombre de 8. 4 sont sélectionnés à l'intérieur du pays. Dans quelle ville? À Kara qui a regroupé les slameurs de Dapaon, de Sokodé et de Kara. Ils étaient au nombre de 20. On a dû choisir 2. Et à Kpalimé, on a choisi 2 aussi, puisqu'on avait regroupé les slameurs d'Atakpamé et de Kpalimé. Et dans le Grand Lomé, on a choisi 4 slameurs. Donc, ils sont au nombre de 8 à compétir. Mais il serait bien qu'il y ait un slameur qui vienne de Sokodé et qui puisse slammer sur la situation sociopolitique qui prévaut dans cette ville-là. Bien sûr, il y aura un slameur de Sokodé, mais qui fera partie du grand show. Il s'appelle Safson Afobou Kozo, il slame en thème. Non, il s'appelle Safson Afobou Kozo. Oui, avec Kozo, on sait déjà que c'est Sokodé. En prélude au grand show, déjà le 2 novembre, à la Blue Zone de Kakaveli, il y aura le spectacle débat poétique qui sera offert par le label Harmonie Slam du Bénin. Ils sont au nombre de 24. Ils vont nous présenter un spectacle sous la thématique après la drogue, il y a une autre vie. Et par rapport à la compétition, le thème de la compétition, c'est le slam au service de la communauté. Comment est-ce que le slam peut aider nos communautés à se développer, à s'épanouir? C'est un peu ça le thème. Merci. Donc, notre invité, menteur ambulant, artiste slameur togolais qui nous porte cette information. 2 novembre, vendredi, à la Blue Zone, ce spectacle débat poétique avec le label Harmonie Slam du Bénin. Voilà. Et puis le 3 novembre, ce sera la grande finale avec les 8 finalistes qui vont nous montrer tout leur talent. Tout à fait. Merci beaucoup. Et l'entrée est? L'entrée, elle est gratuite à 3000 francs et à 1000 francs. L'entrée gratuite, c'est vraiment un slameur. Oui, une entrée gratuite à 3000 francs. Oui, compte tenu de la qualité du... Non, je sais. Compte tenu de la je vous ai parlé de slam. D'accord. Eh bien, je découvre que l'entrée peut être gratuite à 3000 francs CFA. Awali, alors vous avez raison de dire que nous accueillons un artiste. Voilà, sans commentaire. Eh bien, oui, bon, pas de questions, Isidore, seulement votre carton. La technique me signifie juste pour le Calebas Challenge. Calebas, pourquoi Calebas? Qu'est-ce que non, Calebas, vous irez à la finale et vous saurez. Maintenant, votre carton, Isidore? Le carton vert, c'est pas, je ne donne pas ça habituellement. Si c'est pour la commune de Lomé ou quoi. Vous vous souvenez que chaque fois on décriait l'environnement au niveau du poste de, qu'on appelle-t-on, dans l'habitat. La poste Tocoin séminaire, ouais. Et qui se prolonge vers Anazap. Ah oui. Et depuis 2 semaines, ils ont remis ça à l'État. Il reste un peu de travail aussi à faire, donc on le file. Pour ça, carton vert. Également, bon, c'est un constat. La voie pavée de Djidjolé au niveau de la pharmacie. Il y a également les travaux qui ont commencé là-bas, mais attendons que les travaux finissent avant de vous dire la couleur du carton. Awali? Carton vert au CONAP et aux forces armées togolaises qui ont réussi à réunir les journalistes et hommes en treillis. Ils refusent corps habillé. Ça, c'est une anecdote. Donc, carton vert à eux pour avoir réussi à réunir les 2 corps là pour... Voilà, c'est vrai que depuis de nombreuses années, et journalistes et hommes en treillis, ils se retrouvent de plus en plus et de mieux en mieux. Jeff Le Prince? Je veux donner un carton vert, c'est pas d'habitude, à madame la directrice de la nationalité, madame Chanja Pacha, pour son engagement ces derniers jours, parce que vous savez, plusieurs de nos frères qui ont eu leur bac pour avoir la nationalité, pour l'entrée à l'université, même la fois dernière, au-delà de 13 heures, elle était au bureau en train de servir ceux qui étaient là avec ses collaborateurs, carton vert. C'est vrai qu'il n'y a pas de bruit, les brebis galeuses ne manquent pas, mais je ne veux pas les décrier, mais tous ceux qui étaient là pour servir les gens. Vous ne mélangez pas les serviettes et les torchons. Tout à fait, avec une directrice très engagée et qui signait même les trucs pour libérer les gens au-delà de midi. Eh bien, que son engagement compte
contamine son personnel aussi. Tout à fait, tout à fait. Et puis, occasion de rappeler également à nos élèves, il ne faut pas attendre d'avoir le bac avant de se précipiter pour le certificat de nationalité. C'est le constat. En fait. Primus Guénou, finit avec vous votre carton? Je n'en ai pas. Merci beaucoup. Et vous finissez menteur ambulance là? Oui, avec le verset populaire de la montante. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Si Adam et Ève étaient issus des peuples qui consomment la viande du serpent, le monde entier serait toujours dans les jardins d'Éden. Je m'explique. Adam aurait fait un serpent rôti matinal, et là, l'esprit malin n'aura plus le temps pour venir duper Ève. Acclamé pour les peuples qui consomment la viande du serpent. Merci beaucoup. Samedi 3 novembre, l'entrée gratuite à 3 000 francs CFA. Mais ce que je retiens, mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Rendez-vous demain mercredi à 11h si Dieu le veut. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.